Un, à toi. Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence de ce soir sur le défi Humain Le Camp au Pérou qui aura lieu en mai 2017 prochain. Euh, Si vous nous entendez bien, en fait, dans l'écran de droite, vous avez les informations sur le webinaire avec une section questions. Vous pouvez nous faire une mention comme quoi vous nous entendez bel et bien pour être sûr que tout le monde est correct. Sinon, pour la conférence de ce soir, vous allez être entre les mains de Pat Rochon d'Expédition Monde et de moi-même, Suzy Magou de Leucan. Donc, outre Isabelle, c'est quelqu'un d'autre qui peut indiquer qui entend bien donc dans la section questions, juste pour être sûr que c'est correct pour tout le monde, ça serait génial. Super bien. Merci beaucoup tout le monde. C'est bien gentil. Donc, en fait, la manière que la soirée va se présenter, on sait que votre temps est précieux, mais que vous voulez être quand même au courant de ces différents détails concernant ce super voyage bénéfice. Donc, pendant les premières quelques minutes, je vais vous présenter l'EUCAN, l'association qui est bénéficiaire de ce voyage-là. Par la suite, je vais vous parler un petit peu aussi des défis humains en tant que tels, ceux du passé, qu'est-ce qu'il y en est. Mais le gros de la présentation, en fait, c'est notre ami Pat qui va vous présenter le voyage en tant que tel au Pérou, la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, donc l'intérêt pour cette belle aventure de mai prochain. Puis la manière que ça fonctionne, c'est qu'à la fin, suite à ça, vous allez avoir il va y avoir une période de questions, donc vous allez pouvoir nous écrire les questions que vous avez, qu'on puisse vous répondre avec plaisir. Donc, on va commencer tranquillement. Tu peux y aller, Pat, de changer. OK, juste une minute. Excusez. Parfait. Ben, en fait, le camp, qui est l'Association pour les enfants atteints de cancer, existe depuis plus de 35 ans, 38 pour être exact. Vous voyez notre mission à l'écran, donc on est présent sur les étapes de la maladie des familles de Leucan qui vivent une situation particulière et pas évidente. Donc, on essaie de les soutenir durant cette période-là. Pat, tu peux changer? Donc, le camp, c'est quand même des centaines de familles, des milliers de membres à travers la province de Québec. On est chanceux de pouvoir compter sur plusieurs bénévoles, comme vous pouvez voir, plus de 35 heures de bénévolat par année de gens qui nous aident. C'est 85 employés et répartis le tout sur un siège social à Montréal et 9 bureaux régionaux à travers la province. Donc, on essaie d'être le plus près possible de nos membres. Prochaine étape. Le camp est présent dans en fait, 5 centres d'oncologie pédiatrique au Québec. Vous les voyez à l'écran. Les grands centres, dans le fond, qui offrent un service direct aux membres de l'EUCAN. Prochaine étape. Et nos services sont variés, comme vous pouvez voir à l'écran. On est là dès que la famille apprend le diagnostic, donc à l'accueil de cette nouvelle-là. Et là, on est présent, bon, des services de massothérapie qui aident beaucoup pour les enfants pour la douleur et même la famille, l'aide financière, de l'animation en salle de jeu, parce que bon, quand on a les traitements, les familles doivent se retrouver à aller souvent à l'hôpital. Des activités socio-récréatives pour permettre d'échanger, de rencontrer d'autres familles qui vivent les mêmes situations. On fait de la sensibilisation scolaire aussi, dans le sens que quand les enfants retournent à l'école après les traitements, donc on est présent pour aider la famille de l'enfant, mais aussi avec les enseignants pour comment faire la réintégration aussi de l'enfant. On est présent dans certains cas aussi à la situation de fin de vie. Ce qui est intéressant, par contre, c'est en 35 ans, le taux de survie est passé de 20% à 82% environ, donc c'est quand même positif. On est donc avec un taux de survie qui est plus important. La seule chose, par contre, c'est que présentement, souvent les enfants guéris ont des séquelles en tant que telles. Donc, on se penche dorénavant de plus en plus sur ce dossier-là aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut offrir comme service aux enfants qui ont plus de cancer, mais qui sont pris avec différentes séquelles. Et on a un centre de formation au CHU Sainte-Justine qui est le seul je pense que c'est même au monde en tant que tel, le plus grand en fait au monde d'information francophone sur le cancer pédiatrique. Prochain pas.
Donc, le camp, c'est aussi le principal bailleur de fonds au niveau de la recherche clinique au Québec. Et là, comme je disais tantôt, le taux de survie a vraiment augmenté d'un très bon niveau, donc c'est très prometteur pour le futur. Prochaine. Oh, excusez. Pour pouvoir offrir ces services-là à nos membres, on a différentes activités de financement, plusieurs comme le défi tête rasée, entre autres, qui est connu, le défi ski, tout ça, et entre autres le défi Huma Leucan, lequel on va parler à travers ce soir. Ça, c'est les majeurs, mais il y a aussi des centaines de collectes de fonds qui sont organisées souvent par des jeunes qui désirent le faire pour nous, ramasser des fonds de différentes façons. Prochaine. Le camp est présent sur Internet. On a d'ailleurs un nouveau site Internet depuis la semaine passée. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On est très fiers de ce nouveau site Internet et on est présent sur les différents médias sociaux connus de nos jours. Prochain. Donc, le défi Huma Leucan 2017, en fait, comme vous pouvez voir, on a la chance cette année de travailler encore avec l'Expédition Monde pour aller au Pérou. Prochain, Pat. En fait, je vous dirais que depuis 1999, le camp travaille en collaboration avec Expédition Monde pour ses voyages bénéfices d'aventure. Celui de cette année sera donc le 5e. Donc, ça fait déjà quelques voyages comme ça qu'on organise. L'idée de base, dans le fond, c'est que les gens qui participent à ce genre de défis veulent se surpasser, mais aussi contribuer à une cause, qui est dans ce cas-ci le camp. À la base, donc, il faut donc payer les frais de voyage pour se faire commanditer. Ce que je m'explique pour ça, c'est les gens pouvaient soit, mettons, les frais qui sont, dans ce cas-ci, 4200, soit les payer vous-même. Vous pouvez aussi trouver un commanditaire ou organiser des activités de collecte de fonds pour payer vos frais de voyage, que ce soit dans l'entièreté ou une partie seulement. À chaque année, les participants utilisent différentes façons. Donc, ça, c'est une première partie. Mais la deuxième, c'est aussi, bien sûr, c'est d'amasser un minimum de 3 000 $ en dons pour le camp en sollicitant votre entourage, votre travail et en organisant différentes activités de collecte de fonds. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul à l'aventure-là. Quand vous vous inscrivez, vous êtes en lien avec le bureau régional de l'UQAM de votre région. Donc, peu importe à travers le Québec, il y a quelqu'un qui est là attribué pour vous aider dans vos démarches. On est conscient que 3 000 $, c'est pas rien, c'est un très beau et très gros montant, mais qui peut se ramasser de différentes façons, des façons qui vous conviennent plus et mieux. Donc, il y a différents moyens de le faire et on est là pour vous aider, vous donner les outils aussi nécessaires. Ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est qu'on a un site web pour le défi Huma où les gens peuvent se créer un profil avec un thermomètre et tout ça, où vous pouvez solliciter des dons directement en ligne, donc par Internet ou par médias sociaux. Ça, c'est une façon de plus en plus facile et efficace aussi pour recueillir des dons pour votre participation. Le prochain pas. Donc, comme je vous dis, cette année, on en est à notre 5e édition. On a commencé avec le Vietnam en 2009. Vous allez voir justement différentes anciennes éditions avec quelques photos. Pat. Ensuite, on est allé en Équateur en 2010. En fait, le Vietnam, c'était un défi de vélo, où les participants devaient faire environ 500 km de vélo. En Équateur, c'est un défi varié, dans le sens qu'il y avait de la randonnée, il y avait du vélo, il y avait du rafting, donc différents éléments en tant que tels. Passe le prochain. Par la suite, en 2013, on a fait une traversée du Costa Rica. Donc, les participants ont parti les pieds littéralement dans le Pacifique et ont traversé le pays au complet pour terminer les pieds littéralement encore là dans l'Atlantique, en fait dans la mer des Caraïbes, le tout sans avoir utilisé de motorisé. Donc, c'était fait soit en vélo, à la marche ou même en rafting. Donc, ça, c'était l'édition de 2013. Finalement, en 2014, on a eu un défi Huma au Maroc, qui était dans ce cas-ci exclusivement de la randonnée. Les gens ont fait une portion de randonnée en montagne, suivie de quelques jours après ça dans le désert marocain. Donc, ils ont touché à différentes portions du voyage. Donc, cette année, on offre une belle destination très mythique qui est bon le trek dans les Andes péruviennes de Cusco au Machu Picchu. C'est
tout le monde a entendu et connaît le Pérou. C'est un endroit qui est très intéressant puis qui parle beaucoup à beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que cette année, on a décidé d'offrir celui-là. Et ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Pat pour vous présenter le voyage en tant que tel. Alors, merci Suzy. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Pat Rochon, je suis directeur des ventes pour Expédition Monde. Ça fait 1 an, 15 mois que je suis avec Expédition Monde, mais j'ai voyagé un peu tout partout. Mon dernier voyage était le Portugal, un défi de vélo, et ça fait mon 146e pays de voyage. Depuis j'ai 12 ans, j'ai la mort du voyage. J'espère qu'ils ne trouvent pas une comment est-ce qu'on dit ça, Suzy? Euh, Euh, j'ai la piqûre du voyage, mais j'espère qu'ils ne trouvent pas un cure de remède pour trouver pour m'arrêter de voyager. C'est ça que je voulais dire. Et, c'est le Pérou, j'ai visité ça avec mon père. Ça fait le premier voyage ensemble, puis on a fait 38 voyages depuis que ma mère est décédée avec un tumeur au cerveau quand elle avait 53 ans. Alors, je connais bien le cancer et les défis. Alors, ce voyage ici est très spécial pour vous. Puis juste pour vous parler un petit peu, quelques, quelques tirets en ce qui concerne l'Expédition Monde. On existe depuis 40 ans. Et c'est ça. Pat, Oui? Pat, je vais t'arrêter. On a un commentaire comme quoi le son est saccadé lorsque tu parles. Est-ce que c'est toujours le cas pour tout le monde? Est-ce que... Ça peut être ma voix aussi parce que tu sais, j'ai perdu la voix la semaine passée. Oui, oui, c'est vrai. Parfait, tu peux continuer. OK. Alors, ça fait depuis 40 ans qu'on spécialise dans le voyage sur mesure et que ce soit en famille, entre amis, fondation ou d'école, large gamme d'aventures. C'est ça, on découvre tous les clients, tous les continents. On vous offre en fin de compte plus que 1500 voyages, plus de 100 pays à travers le monde. Alors, c'est pas d'hier qu'on existe et chaque année, on en ajoute des défis, des voyages spéciaux à travers le monde. Alors, aussi, on offre des programmes de projets communautaires, que ce soit randonnée pédestre, à vélo, découverte culturelle. Et de même, si vous avez la chance, une fois dans vos jours, je sais qu'on s'en vient vers l'hiver, mais les expéditions polaires et safaris sont incroyables aussi. Alors, quelque chose à y penser. Alors, c'est ça, comme Suzy a mentionné, avec le camp Randonnée au Pérou, du 13 au 26 mai. Randonnée ici de niveau modéré. Juste pour vous expliquer en ce qui concerne le grade, dans ce niveau de difficulté, nous, on part avec Expédition Monde. Généralement, les niveaux d'introduction, c'est de 1 à 4. Modéré, c'est 5, 6, 5, 6 et 7. Ensuite, le challenge, qui est extrême, c'est plus du 7, 8, 9, 10. Alors, c'est d'être dans le milieu, c'est un bon défi, mais quelque chose qu'on peut quand même s'amuser, puis apprécier, puis pas trop faire d'aventures extrêmes. Alors, en ce cas-ci, pour votre aventure, on va arriver jour 1 à Cusco, qui est au cœur de la civilisation des Incas. Transfert de l'aéroport, on va partir de Montréal, à l'hôtel. On va arriver à Cusco, qui est le centre des Incas. Les Incas ont existé depuis durant les années 1200 à 1600, alors seulement 400 ans, mais on construit, c'était le centre de l'univers pour eux. Et voici, une fois dans les 1600 où ce que les Espagnols ont rentré, je veux pas appeler ça envahissement, mais un petit peu comme ça. On voit là, ici, typique l'église, la basilique de Cusco. Ensuite, qu'est-ce que pour moi, Cusco, c'est une des villes les plus remarquables au monde. On voit les balcons, les portes, je veux dire, c'est spectaculaire en ce qui concerne l'architecture ici. Mais vous en faites pas, on va arriver ici à Cusco, qui est à 3300 mètres à peu près. On va être un petit peu épuisé à cause de nous. Si vous êtes à Montréal ou n'importe où dans le Québec,
On n'est pas habitué à du 3000 mètres. Alors, c'est pour ça qu'on va arriver journée 1 et on va faire un peu de tourisme, mais aussi beaucoup de temps pour relaxer et se passer de qu'est-ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes. Mais on peut s'en parler de ça plus tard. Mais juste pour vous montrer un petit peu les centres ici, les terrasses, les balcons et aussi notre chambre d'hôtel. Premier soir, vous allez apprécier un bon lit parce que c'est un long séjour ici pour se rendre de Montréal. Ensuite, jour 2, on va profiter pleinement. Ça, c'est une découverte avec des guides spécialisés pour voir les faits saillants de la ville. Honnêtement, on peut faire 3 jours à Cusco. On n'a pas le temps de faire 3 jours, mais on va faire les faits saillants qui incluent fantastique les ruines qui entourent la cité. Alors, Cusco, 3400 mètres. On voit ici le centre. On voit, si vous regardez dans le centre, on voit la basilique de Cusco avec les marchés et la ville. Voilà une photo plus rapprochée. Et une autre ici. Et souvent, tout dépend, au mois de mai, il va y avoir il y a des festivals à chaque semaine, différents festivals. Les Péruviens aiment célébrer, un peu comme partout dans les pays espagnols, ils aiment célébrer, fêter. Mais qu'est-ce que je veux mentionner ce soir, c'est les Incas. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Regardez ça, la ville de Cusco, dans la tournée qu'on va faire, les sites guidés de la ville. Ça, c'est des pierres qui viennent même pas de Cusco, ok, même pas de la région. Ça vient aux côtés de la rivière Urubamba, une autre partie des Andes. Ils savent pas aujourd'hui exactement comment, premièrement, qu'ils ont transporté ces pierres-là et comment est-ce qu'ils ont coupé ces pierres comme pour les faire placer comme un casse-tête. Maintenant, on se demande aussi pourquoi ils ont fait ça. Je veux dire, je ne veux pas tout donner le voyage, là, mais quand même, vous allez être un petit peu plus impressionné quand vous allez aller là. Mais une des choses ici, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a plus que 1000 volcans, excuse, 1000 tremblements de terre par année. Des petits tremblements de terre, mais quand même, les Incas étaient tannés de reconstruire la maison, alors ils ont fait ces murs-là qui est incroyable, c'est magnifique. Quelle pièce impressionnante ici quand on fait la tournée de la ville. Regardez ça. Puis juste y penser, ça vient même pas de cette région-ci. OK, on continue. Avant le dîner, maintenant, nous allons visiter spectaculaire citadelle de Saskatchewan. Je sais, c'est pas facile. Mes amis, même le guide va vous dire, si vous avez de la misère, vous pouvez dire sexy woman. Puis, je pense qu'on comprend tout ça, mais moi, je l'ai compris. Et voici, en route, ça, c'est moi ici. Ça, c'est la seule photo de tous mes voyages dans 146 pays de visite que je suis le plus grand. Mais je sais, je suis fier, Suzy, je suis pas mal fier, mais apparemment, on raccourcit quand on vieillit, mais pas pour le moment. OK. Alors, voici Saskatchewan. Puis, à l'été, il y a le fameux festival des Incas, où ils se déguisent comme des Incas durant les années 1200, 1600 pour le festival. C'est tout spectaculaire, mais ça change avec le soleil. Alors, ça, tout dépend là, des mois durant l'été, mais c'est impressionnant encore voir ces pierres-là. Aussi, Saskatchewan, c'est situé juste au-dessus de Cusco, comme aussi comme poste de, comment est-ce qu'on dit ça, prévention, Suzy, s'il y avait des gens là encore, l'invasion de d'autres tribus ou d'autres personnes qui venaient, ils étaient à l'alerte ici, sur ce plateau ici, à Saskatchewan. Et je vais vous montrer quelques autres photos de Saskatchewan qu'on va faire la tournée. Savez-vous qu'il existe, il y a 3800 types de patates au Pérou? Moi, je pensais quand j'ai visité le Pérou la première fois, il y avait juste McCain ou le type de patate qu'on utilise au Québec pour la poutine. Non, il y en a 3800, imagine. So, alors, si vous aimez les patates, c'est un pays pour vous, OK?
Euh, alors, et oui, finalement, on peut avoir la chance, après une journée de marche, un peu de repos, on s'assoit sur les balcons, regarder les gens, relaxer, plein de temps. Il n'y a pas tellement de décalage d'heure, à peu près 2 heures de Montréal, mais quand même, c'est bon de relaxer avant qu'on commence notre fameux trek et le défi humain pour le camp, n'est-ce pas? La prochaine chose, l'après-midi, on va avoir le temps libre pour explorer à votre guise. Alors, quelques photos. Si vous décidez d'aller dans les marchés, visiter les gens, prendre des photos, je veux dire, de les alpacas et les lamas, toute beauté. Et si vous aimez les couleurs, peut-être des cadeaux de fête ou même faire vos magasinages pour les fêtes de Noël 2017. Vous avez plein de choix ici. C'est pas cher quand même, et ça supporte l'économie locale ici dans la région de Cusco. J'adore ces marchés-là parce qu'il y a plein de couleurs, il y a de l'action, ça sent bon. Je veux dire, le peuple sont tellement amical, chaleureux. Et oui, même les enfants travaillent à un jeune âge, il y a de la famille. Et le chien, ici, on le voit, tout, tout bien beau dans la photo. OK. Ensuite, on se prépare pour avoir une boisson typique du Pérou. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du fameux Pisco Sour. On n'est pas à Pisco, parce que Pisco, c'est une ville au Pérou, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer. Vous pouvez quand même, si vous prenez pas d'alcool, ils font quand même des Virgin Pisco. Pas de problème avec ça. Et si vous êtes très aventurier, peut-être un Metzpic, comme en Équateur, Pérou, dans l'Amérique latine, dans ces coins-là, il s'appelle cuy. Cuy qui est un cochon d'Inde. Je l'ai essayé, it's okay. Je veux dire, je prenais pas ça comme mes préférés, mais quand même, il y a des frites qui t'accompagnent ça, qui donnent la chance de, hey, on l'a essayé, n'est-ce pas? Finalement, on continue le lendemain, qui est le début vraiment de l'aventure. On va euh, séjourner à Ollantaytambo, où ce qu'on va faire une petite randonnée en boucle aux carrières des Incas, près de Cachicaca. Et voici, on sort de Cusco. Même altitude à peu près 3400-3500, alors on va être tout prêt parce qu'on a eu la chance de s'acclimater dans la région. Mais on voit qu'au commencement des Andes ici, et les terrasses spectaculaires, puis les gens qui marchent, puis qui incroyable vivre dans ces montagnes-là, et les enfants sourire, qui veulent nous connaître, qui nous demandent nos noms, où ce qu'on est, on vient du Canada, euh, encore, ils nous suivent, ils chantent des chansons, c'est incroyable. Ici, voici le petit village de Ollantaytambo. Pat, Oui, on écrit que les gens n'entendent plus. vraiment? Est-ce que, euh, est-ce que tout le monde entend ce que Pat dit? Ah, d'autres entendent. Parfait. Tout est bon? Oui. OK, on va continuer. OK. Alors, c'est ça. Ici, on rentre dans le village. Encore, si vous aimez les roches, vous êtes bienvenue au Pérou parce qu'il y en a pas mal de roches. Et on va apprécier vraiment le travail. Parce que la hauteur moyenne des Incas, c'était moins de 5 pieds d'auteur. OK? En mètres, là, au centimètre, je suis pas sûr, là, c'est à peu près, mais je pense que vous connaissez quand même 5 pieds, c'est pas grand. Et avec les roches qu'on va voir ici, je veux dire, c'est incroyable comment ce qu'ils ont fait pendant 400 ans. Même les hôtels, les hébergements, on va rester ici à Ollantaytambo. Et regarde ça, la terrasse, la fameuse terrasse. Il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que le soleil, vu que c'est dans les Andes, tout dépend du temps de l'année, faut qu'ils prennent avantage des quelques heures par jour de soleil. Alors, ils ont construit des
des terrasses à différents angles pour capturer le plus de soleil possible, que ce soit des patates ou vous savez, si vous mangez chez vous du quinoa, ça vient du Pérou, c'est très populaire, alors vous pouvez bien manger là. Même chose avec des blés, différents légumes, c'est comme ça que ça fonctionne. De même que les temples, leurs temples, ok, dans la montagne. C'est très, très impressionnant, incroyable. Regardez cette pierre ici, juste pour une de nos clientes. Je veux dire, on voulait qu'elle se pose là, juste pour dire, cette pierre-là venait pas de cette région ici. C'est formidable de juste voir ça. Casse-tête. OK? Un de nos clients sur le voyage, sur mon voyage, il travaillait dans les masonry. Je sais pas, comment est-ce qu'on dit ça, Suzy? La maçonnerie. La maçonnerie. Maçonnerie, c'est ça. Puis, il était tellement impressionné, il dit, Pat, à moins de laser, ils savent pas comment est-ce qu'ils ont coupé ça exactement, si précis que ça. So, alors, on voit aussi ici des morceaux de pierre là, qui utilisés comme marche ou piéton là, pour monter les autres pierres. Alors, c'est tout impressionnant, c'est incroyable. Alors, finalement, le voyage va commencer de trek, le vrai trek, après qu'on a fait la boucle. C'est la route vers le village de Tastoyok et début du trek de 6 à 10 jours. Donne-moi une seconde, juste ça. OK. Il s'agit de l'une des routes les plus spectaculaires du Pérou. Le col ici, maximum, c'est 4672 mètres, mais on ne sera pas là trop longtemps. On fait juste le passage, le traverse. Et qui prend soin de nous? Ben, nous avons des guides accompagnateurs, aussi des porteurs, des cuisiniers assistants, OK? Alors, il y a plein de gens qui sont là pour nous et c'est à ce point-ci qu'on les rencontre. Ils vont nous chanter une chanson de bienvenue en espagnol et voici, par exemple, le guide accompagnateur qui travaille pour nous. Et ça fait plusieurs années. On a Manuel, on en a plusieurs, mais ici, ça, c'est Manuel. Et on commence le fameux trek. Alors, juste pour montrer des photos du paysage ici du trek Tastoyok. Si vous aimez les lamas ou alpacas, vous êtes au paradis, prenez votre caméra, prenez ça, c'est le altiplano. On va faire de monter, ensuite on va descendre et vous regardez les randonnées pédestres ici vers le bas, des petits lacs. Et je veux dire, c'est spectaculaire. Je sais pas si vous voyez ici, juste au bas, milieu, OK, on voit notre groupe ici. Alors, juste pour dire comme il n'y a pas trop de touristes, nous, avec Expédition Monde, on choisit toujours des pistes qui est plus hors des sentiers battus pour donner la chance de dire, hey, on n'est pas parmi tous les touristes, OK, même si c'est au Pérou, parce que c'est un pays quand même assez populaire, mais dans ce cas-ci, c'est du trekking très unique. Alors, on va la coucher dans des tentes, et c'est pas nous qui montons les tentes, c'est les porteurs et les guides. Nous, le défi, c'est de marcher, de faire du trekking. Voici quelques photos, paysages pendant le trek. Ça, c'est deux de mes amis qui étaient sur un voyage. Et petite photo de groupe, why not? On voit ici des gens, genre de poncho, parce qu'on le sait jamais. Souvent, le matin, ça se peut qu'on ait un peu de pluie. Ensuite, ça se claire vers 8h30, 9h. Et on voit les nuages revenir vers 4h, 5h. Ça peut durer 2 minutes, 3 minutes. On peut l'avoir peut-être 3, 4 fois par jour, mais c'est important. De toute façon, on vous donne quand même une liste de choses à apporter et aussi une liste de qu'est-ce qu'on fournit pour vous. Et on voit tout le long du trajet ici des alpacas et des lamas. Alpacas sont plus petits, lamas un petit plus gros. OK? Et voici photo de un des sites de camping. Très beau.
Et chaque matin, au début du voyage, vous allez leur dire exactement si vous aimez des biscuits au chocolat, comment vous aimez votre café, 2 laits, 2 sucres, chocolat chaud. Et au matin, quand c'est l'heure de se réveiller, ils cognent à notre tente et on ouvre notre zip, puis on a immédiatement dans notre sleeping bag un café chaud. C'est incroyable. Et même une débarbouillette avec l'eau chaude pour se réfléchir, se lever et tranquillement, on va déjeuner. Alors on lève notre zip et on regarde ça puis on dit oui, il y a des pires places au monde qu'on peut être, right? Même si c'est un défi. Et encore la bouffe, fantastique, que ce soit végétarien, vous aimez, même ils nous ont fait une lasagne. Un des participants sur notre voyage, c'était sa fête, jour 4. Ils ont même fait un gâteau. Ils ont creusé un trou. J'ai aucune idée comment ils ont fait ça. Mais c'est vraiment spécial. Puis c'est pas un voyage de Weight Watchers, laissez-moi vous dire ça. OK? Mais qu'est-ce que je trouve incroyable, c'est la minute qu'on a fini de déjeuner, ils démontent les tentes et courent, OK? Pour remettre les tentes, remonter les tentes au dîner, quelques heures après qu'on a parti. Alors, c'est fantastique. Alors, voici la piste. Est-ce que c'est difficile? Juste encore, on vous parlait une fois si vous voulez vous inscrire à ce voyage fantastique. Une liste d'équipements, là, de bons souliers, de bottes. OK? Alors, rien vous inquiéter de ça. On passe dans des villages, encore qu'il y a moins de touristes, une serre ici à la gauche. Visite des villages, on rencontre les gens. Et nous, c'est un exemple ici, le circuit de Tastoyac. On a aussi un programme de projet communautaire où ce qu'on aide, que ça soit un puits d'eau, reconstruire une école avec les gens, payer pour de l'équipement pour eux. Alors, c'est ça. Partie de nos profits va pour ça aussi, pour les aider. Voici une belle photo des terrasses parce qu'on se rapproche maintenant vers plus le centre de Machu Picchu dans la région de la rivière Urubamba. Alors, on va voir plus en plus de villages anciens d'Inca. Mais regardez le travail ici de les terrasses. Un peu comme le Vietnam, si vous avez déjà visité le Vietnam avec des terrasses de riz, des rizières, mais ici c'est juste pour encore patates puis légumes et aussi les systèmes d'irrigation. Et maintenant, on va faire le trek de Cachin vers Lares, puis finalement la route retourner vers Ollantaytambo pour prendre le train vers Aguascalientes. Et au moment qu'on arrive à Ollantaytambo, on va prendre le train pour se rendre quelques heures vers Aguascalientes. Aguascalientes, c'est le village de Machu Picchu. Aguas qui veut dire eau, caliente chaud. Alors, il y a des bains thermiques ici que je pense tout le monde, après ce défi-ci, vont vouloir aller prendre un bain, mais peut-être après Machu Picchu. Alors, le matin, navette matinale pour le Machu Picchu, la cité, juste ici, perdue des Incas. Et la voilà. Regardez ça. 802 chambres. Mais il y en a plusieurs. Je veux dire, les chemins des Incas, il y a plus que 2000 kilomètres de chemins des Incas. Alors, il n'y en a pas juste une. Alors, mais le centre de l'univers, pour les Incas, ils pensaient c'était ici, à Machu Picchu. Regardez tôt le matin. Okay? C'est des nuages. Je veux dire. Puis, c'est comme un rideau. Okay? Dans 30 minutes, ça va lever comme être un théâtre. Ils savent pas comment, mais on voit que le Huayna Picchu, la montagne ici à côté, juste en arrière de Machu Picchu, ça s'appelle Huayna Picchu. On peut la monter aussi, mais tout dépend du temps. Mais ils disent que c'est comme sacré, c'est un bol. Et les dieux lèvent les nuages. Et regardez ça. Ça, c'était 10 heures.
OK? Après 1 an et demi plus tard, tout le groupe. Alors, et de retour, oui, les bains de Aguascalientes. Alors, les points forts du voyage, on va parler ici de vue spectaculaire des sommets enneigés, le trek stupéfiant à travers des Andes péruviennes, visite des incroyables ruines antiques de Machu Picchu, que je vous ai montré, visiter les villages traditionnels au cœur des régions peu explorées. Ça, c'est spécial. Les gens disent toujours, je leur demande, what was the highlight? C'était quoi pour vous le point là qui était wow? C'était ça, visiter les gens où il n'y a pas aucun autre touriste. Aussi la découverte de la belle ville historique de Cusco et la visite de Machu Picchu. Finalement, le voyage inclut les vols, et autre chose qui est inclus, les transferts de l'aéroport sur le vol de groupe, les hôtels confortables et centrales, guide local culturel en français pour la partie culturelle de Cusco et un second guide de montagne spécialiste durant le trek qui parle anglais pendant le trek et tous les transports terrestres, services privés, transport des bagages, équipement de camping et cuisinier durant le trek et tout le matériel de camping, sac de couchage et le méthode du sol. 12 déjeuners, 7 dîners et 6 soupers. Et, comme je mentionné tantôt, le vol. Alors, ceci termine, je voulais pas trop montrer, je veux dire quand même, on veut quand même vous nous joigner avec notre fameux voyage de défi au Pérou, mais ça vous donne quand même une introduction, un aperçu de cette région aussi, qui est un des endroits plus magnifiques au monde. Pérou, c'est très spécial pour moi parce que c'était un premier voyage que j'ai fait avec mon père après ma mère décédée. Alors, je me rappelle comme c'était hier. Ça va faire 20 ans le 12 octobre. Alors, je vous remercie. Suzy, je te passe la parole. Oui, ben merci, Pat. En fait, on va passer dans la section questions. Si vous avez des questions relativement au voyage, au défi en tant que tel, je vous invite à les poser, à les écrire en tant que tel. On va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez continuer à y penser. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous demain, plus tard cette semaine, la semaine prochaine, il y a sans problème. Présentement, le groupe, on a déjà 8 personnes de confirmées, une 9e qui est sur le bord de le faire. En fait, le groupe devrait avoir une quantité maximale de 15, donc il reste encore quelques places disponibles. Sinon, c'est sûr que selon l'engouement, il y a toujours peut-être moyen de partir un deuxième groupe, mais au stade ici, on est au stade de remplir le premier groupe, donc il reste encore quelques places disponibles. C'est une très belle aventure, mais si vous avez des questions, on est là pour vous répondre avec plaisir. Gênez-vous pas. Ne soyez pas gênés, peu importe les questions, elles sont toutes bonnes. Donc, une des questions, c'est de savoir comment les anciens participants des autres éditions ont financé leur voyage. Je vous dirais que c'est vraiment varié. Ça dépend des réseaux de chaque personne. Il y en a qui ont, plusieurs ont opté pour le côté, comment je vous dis, corporatif. Donc, utiliser leur réseau corporatif pour aller chercher des dons majeur, si on veut, de 100, 200, 500 ou même certains 1000 $. Donc, ce volet-là, je vous dirais que la sollicitation courriel et tout ça, ou dans son entourage, fait quand même partie, une bonne partie de la sollicitation en tant que telle, mais ce que les gens aussi utilisent beaucoup, c'est de faire des activités de collecte de fonds, que ce soit les fameux lave-botons, les fameux souper, soirée, spaghetti. On a eu vraiment de tout, je dirais, chaque année, des boîtes de dons au bureau ou dans des endroits précis. Il y a
Il y a différents restaurants aussi qui nous permettent d'organiser des activités, par exemple, mettons Pizza Hut, que bon, on peut acheter des billets, tant de billets qu'on vend pour un certain repas, une certaine date. Puis bon, la moitié de l'argent nous revient pour notre collecte de fonds. Donc, il y a vraiment différentes possibilités comme ça. Quand vous vous inscrivez au défi humain, en fait, vous allez recevoir votre trousse. Hein. Dans la trousse, il y a différents détails, oui, reliés au voyage en tant que tel, mais aussi reliés à la collecte de fonds pour vous donner des idées, tout ça. En plus, on a un groupe privé qui est créé sur Facebook pour seulement les participants de ce voyage. Donc, ils peuvent échanger, se donner des idées et s'encourager durant cette collecte de fonds-là. C'est quand même, ça prend un certain temps, mais je vous dirais, le défi humain, à la base, oui, un défi culturel, un défi sportif, mais c'est aussi un défi de collecte de fonds, tout aussi important que les autres. Les participants, souvent, à la fin, disent que c'est une partie qui ont bien aimé de voir faire ces différentes activités-là aux collectes de fonds. Il y en a qui organisent aucune activité, qui font que de la sollicitation. Si vous décidez de faire vous-même un don dans le cadre de votre campagne, c'est possible de le faire aussi dans ce cas-là si vous avez droit à un reçu fiscal. Donc, il y a vraiment différentes possibilités comme ça. On demande aussi s'il y a des exigences particulières au niveau physique. Pat, est-ce que tu peux répondre pour ça? Moi, j'ai des gens là, en bonne condition, euh, en termes d'entraînement pour un voyage comme ça. Honnêtement, l'idée, c'est pas une course, OK? Vu qu'on est quand même dans le 4000 mètres, il s'agit de, je veux dire, comment est-ce qu'on peut pratiquer ça ici? Je veux dire, moi, je suggère toujours aux gens, si vous êtes capable de, vu qu'on s'en va vers l'hiver, ou même durant le printemps, faire une marche, mais si c'est un gym tapis roulant, vous êtes capable de marcher 1 heure, niveau, avec le tapis roulant, euh, pas élevé au max, là, mais je dirais comme, c'est une bonne pente, là, puis juste, l'idée, c'est, en anglais, peut-être en français, on peut dire la même chose, c'est cadence, Oui, une cadence. OK? Continuellement, parce que vraiment, le plus qu'on marche lentement, le meilleur succès qu'on va avoir. J'ai fait le Kilimanjaro et j'ai vu des athlètes de triathlon qui marchaient trop vite et ont eu plus de misère. Mon père, il avait 62 ans dans le temps qu'il a fait Machu Picchu, puis même Kilimanjaro. Puis lui, il marchait lentement, il regardait, il prenait des photos. C'est lui qui était le premier sur le sommet. OK, alors l'idée, c'est encore, c'est pas une course. C'est un défi. Le plus lentement qu'on peut marcher, c'est vraiment l'idéal. OK, alors juste d'être en bonne condition, que vous êtes capable de marcher pendant au moins 1 heure à la fois, même si on va pas marcher, on va prendre plusieurs pauses durant la journée. OK, et c'est des experts, c'est ça qu'ils font. OK, avec les guides, les accompagnateurs, puis le chef d'expédition, ils nous regardent, sont là, ils nous parlent. Alors, c'est pour passer le temps. Alors, il va y avoir des moments un petit peu plus difficiles, mais quand même, tout le monde peut le faire, je veux dire, qui sont en bonne condition physique. Parfait, merci. En fait, d'autres questions, combien pour les coûts de voyage et le processus d'inscription. En fait, le voyage coûte 4200, qui inclut là-dedans aussi les frais d'ouverture de dossier de 500 $. Donc, pour vous inscrire, pour vous officialiser dans l'inscription du défi, il faut envoyer le dépôt de 500 $ à Expédition Monde avec le formulaire d'inscription. Vous avez tout ça disponible sur le site du défi Huma Leucan. Le 500 fait partie du 4002. Comme frais supplémentaires suite à ça, c'est bon, c'est sûr que si vous n'avez pas de passeport, il faut prévoir avoir un passeport. Faut peut-être quelques équipements si vous n'avez pas comme des bottes de marche ou quelque chose comme ça. On n'est pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce qui est le plus high-tech possible. C'est pas le but du voyage non plus, juste pour quand même être bien pour le faire. Donc, en envoyant votre formulaire d'inscription à Expédition Monde, c'est là après ça que ça officialise votre participation. On demande si en s'inscrivant, puis bon, il arrive quoi que ce soit en cours de route, quels sont les frais rattachés si on doit annuler avant l'inscription. Pat, si tu peux répondre à ça. En général, c'est 70 jours avant le voyage. Alors,
Suzy, je crois que c'est mai, alors, mois de Mars. mars à peu près, oui. Alors, euh, en termes du voyage, je crois, va falloir je m'informe, mais en général, c'est généralement tout dépend si c'est soit en dedans de 70 jours, on parle de dépôt. OK? So, alors, mais avec nous, avec certificat médical qui, qu'il nous faut quand même pour vous, là, pour faire ce voyage-là, c'est quelque chose vous arrive quand même, vos assurances vont payer pour le remboursement aussi. Pour, Parfait. OK? On demande, on demande aussi au niveau modéré combien d'heures de marche ça peut représenter, j'imagine par jour. Um, En termes d'heures, je veux dire, si on va partir vers 8h30 après le déjeuner et on arrête vers les 4h, mais je dirais, là, on prend à peu près 8 à 10 pauses par jour, des pauses de 10 minutes. Ensuite, une bonne heure au midi, vers l'heure de midi. Alors, on peut dire comme 6 à 7 heures par jour. Parfait. Une autre question, à savoir si une rencontre de pré-départ de prévue pour les participants avant le départ. Oui, en fait, souvent 2 mois avant le départ, donc je dirais à peu près en mars dans ce cas-ci, on organise à l'UQAM une rencontre pour les gens qui peuvent se déplacer parce qu'on est quand même conscient que les participants viennent de partout à travers la province. On a vraiment des gens de partout qui s'inscrivent à chaque édition. Donc, oui, une rencontre qui est organisée, c'est souvent là qu'on remet le chandail de l'événement, qu'on remet les billets d'avion, qu'on va discuter, qu'on rencontre, qu'on se prépare et qu'on est fébrile tout le monde ensemble avant le départ. Donc oui, c'est vraiment organisé. Dans ce cas-là, ce qu'on organise, si une personne ne peut pas se déplacer, par exemple, qui viendrait de trop loin, c'est possible d'être aussi en ligne au téléphone avec le groupe pour commencer à apprendre à se connaître. Mais oui, on organise toujours ça. Sinon, ça peut arriver que certaines personnes vont se rencontrer pour la première fois à l'aéroport en tant que tel. On demande au niveau que si dans la collecte, si vous recevez des dons, si les gens peuvent avoir des reçus d'impôts, oui, tout à fait. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a les deux volets, le volet frais d'inscription, il y a le volet dons. Pour le volet frais d'inscription, c'est sûr que non, il n'y a pas de reçu qui est revenu pour ça, puisque c'est pas un don à l'UQAM, mais un paiement de frais de voyage. Mais pour le volet dons qui sont recueillis, oui, tout à fait, vos donateurs qui vont faire un don, ils vont recevoir un reçu fiscal. Ce qu'il faut juste prendre en considération, c'est que si vous organisez une activité de collecte de fonds, dans ce cas-là, avec votre représentant de l'UQAM, on va pouvoir vous orienter sur, dans le cas d'activité, c'est pas nécessairement tout le montant qui est admissible pour un reçu fiscal, parce qu'il y a l'activité en tant que telle, mais à ce niveau-là, soyez assurés que la personne de l'UQAM va pouvoir vous aider pour bien identifier les besoins et vous assurer que vos donateurs aient le reçu en tant que tel. Quand c'est fait en ligne, le reçu est envoyé automatiquement directement en ligne, donc ça se fait rapidement. Si vous avez aussi des dons que vous recevez par papier, si on veut, chèque ou argent comptant, que vous transmettez à votre équipe régionale, ben, eux vont pouvoir après ça faire émettre le reçu pour vos donateurs sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, ben, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Continuez à y penser. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Pas tout le monde est là pour y répondre avec plaisir. En fait, la présentation va se retrouver également sur le site du défi UMA parce qu'elle est enregistrée présentement. Donc, après ça, vous avez la possibilité d'y retourner dessus pour voir s'il y a des portions que vous voulez avoir plus de détails. Sinon, vous pouvez nous appeler, nous écrire. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Alors, Pat, si tu as quelque chose à dire. Non, absolument. Si c'est à partir de demain, je m'en vais dans l'ouest du pays. Malheureusement pour ma voix, j'espère que ça va aller bien. Mais si vous avez des questions absolument, vous avez mon adresse courriel. C'est mieux de m'écrire puis peut-être vous laisser votre numéro de téléphone. Je suis de vieille école, j'aime parler aux gens.
Alors, ça me ferait plaisir de vous parler si vous avez n'importe quelle question. Si je sais pas exactement la réponse, Nathalie Gauthier, ma directrice, est experte. Ça fait plus de 18 ans qu'elle travaille avec Expédition Monde. Puis, on va l'avoir la réponse. OK? Mais merci beaucoup pour votre intérêt ce soir. Et En fait, je vais rajouter il y a une question qui est arrivée à savoir si pour s'inscrire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous pouvez, si vous voulez, aller directement sur le site du défi humain Leucan. Si vous tapez dans Google, vous allez le trouver, vous allez le voir sur le site de Leucan aussi. Euh, sur le site, vous avez le formulaire d'inscription que vous pouvez remplir et envoyer à Expédition Monde avec le dépôt de 500 $. C'est possible de vous inscrire directement sur le site du défi humain, une inscription officieuse, si on peut dire. Vous allez vous inscrire et là, ils vont automatiquement, vous allez recevoir un courriel avec le formulaire à remplir et tout ça à envoyer à Expédition Monde. Et dès que vous êtes inscrit avec Expédition Monde, là, vous recevez votre trousse. Moi, je vous mets en contact avec votre personne de contact à Leucan et le processus s'enclenche tranquillement. On est là pour vous aider et répondre à vos questions. On demande si c'est possible d'avoir une copie de la présentation. Oui, comme je disais, probablement demain ou après-demain, dans les prochains jours. En tout cas, la présentation, oui, va être en ligne sur le site du Défi Huma, dans les nouvelles. Ça va être possible de la télécharger et, comme je disais, si vous, à repasser la présentation, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez nous contacter sans problème, ça va être possible. Donc voilà, ben merci beaucoup tout le monde. S'il y a quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas. Sinon, on apprécie beaucoup de votre présence ce soir et au plaisir de parler avec vous plus tard relativement au défi Molucca. merci beaucoup.